Bonjour, je suis Lies Salem, acteur et puis réalisateur aussi. Et voilà, j'ai alors le plaisir de présenter les films de la sélection sur le Focus Algérie cette année au Festival d'Angoulême. On était présent avec mon premier film Mascarade pour la première édition du festival. C'était mouvant de voir un festival en train de naître, quoi, de se construire, de passer sa première édition. Donc il y avait cette première, c'est plutôt émouvant de se dire qu'on était là un peu au début. Et puis, écoute, moi c'est un festival forcément que j'affectionne tout particulièrement puisque effectivement ils ont sélectionné les deux films que j'ai pu faire et puis qui en plus ont trouvé un jury qui les a plutôt appréciés puisqu'ils ont été primés à chaque fois. Donc, c'est un festival avec lequel j'ai envie de dire, il y en a qui sont nés à Cannes, moi je suis un peu né à Angoulême. Pour être très sincère, ça a été un tournage et une préparation. Ça a été un film qui était très ambitieux, euh, auquel je tenais beaucoup, qui a été assez complexe aussi à fabriquer. Hein, en termes au moment de la préparation et du tournage, à l'inverse des deux autres. Mais c'est un film qui me semble avoir été assez important, notamment en Algérie, au moment de sa sortie, parce qu'il a suscité un certain nombre de réflexions, de débats, par moments de polémiques, qui étaient, me semble-t-il, nécessaires. Donc, c'est un film que j'aime, enfin bon, que j'aime comme j'aime tous mes films, bien sûr, mais finalement, c'est un film dont je suis content parce je crois qu'il a servi à quelque chose en Algérie. En France, malheureusement, il est passé enfin, un peu plus inaperçu. Voilà, c'est comme ça, mais en Algérie, il a eu son impact. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'était un film qui a été compliqué. Voilà. Toutes ces étapes ont été un petit peu parfois même un peu laborieuses, mais, euh, mais bon, voilà, il y avait quand même une équipe. J'avais mon équipe, enfin, une production. Enfin voilà, j'avais quand même des gens autour de moi qui soutenaient le film, et donc voilà, ça reste quand même un très bon souvenir. Alors la cinématographie algérienne, comme toutes les cinématographies, elle est, comment dire, elle a des périodes. Et disons que la première période qui commence au moment même du conflit, c'est-à-dire de la guerre d'Algérie, avec des premiers cinéastes qui filment grosso modo les combats, la guerre, ou des cinéastes comme René Vauthier qui filment des soldats au moment de la guerre. Ça a été un cinéma comme ça, presque politique, hein, au départ, pour abonder dans le sens de cette demande d'indépendance qui était celle du peuple algérien. Puis après l'indépendance, tu as un cinéma qui est plus... qui est un cinéma qui raconte la guerre qu'il a gagnée, donc avec certaines œuvres vraiment artistiques, reste pas loin quand même d'un cinéma de propagande, un petit peu. De la comédie aussi, c'est un cinéma assez populaire à ce moment-là, avec des comédies assez importantes comme l'Inspecteur Tal ou Hassan Tello, enfin voilà, des films assez importants qu'on n'a pas dans la sélection, qu'on n'a pas dans cette sélection-là. Et puis ensuite, si tu veux, les années 80 où on a un cinéma plus étatique. Quand je dis étatique, ça veut dire que c'est un cinéma national. À ce moment-là, les réalisateurs sont des salariés d'une société qui s'appelle le CAIC. Et à l'instar d'un acteur de la comédie française, ils sont payés tous les mois, sont salariés, voilà. Et donc voilà, à ce moment-là, donc ça produit un cinéma pareil, assez. Il y a toujours une part de cinéma un peu de propagande, c'est-à-dire les grandes heures, les grandes gloires de la guerre d'Algérie, voilà, contre la France. Et à côté de ça, quelques
quelques réalisateurs qui font des films beaucoup plus personnels, qui sont beaucoup plus proches de la société, de la réalité de la société. Alors là, par contre, on a le premier film de Merzak Alouache dans la programmation, dans la sélection, qui est Margaret Lato. Ça, c'est vraiment un film. Bon, je crois on parlera peut-être après de chaque film, mais voilà, ça, c'est un film très important. Et puis ensuite, alors après, il y a les années 90 qui là donnent un coup de frein complet, puis il y a un changement de statut complet, puisque ce fameux caïque ferme. Donc du jour au lendemain, il y a des centaines de gens, des milliers de gens qui sont mis à la porte, enfin, je veux dire, qui sont au chômage. Ça, et la seconde chose, c'est que finalement, il y a beaucoup de réalisateurs, Lakhdar Amina, Mohamed Chouir, mais à l'OH aussi, mais il était peut-être un peu plus jeune, qui se sont retrouvés dans une situation. Tout ce que je dis là, c'est moi qui l'interprète comme ça. Hein. C'est pas des faits historiques, c'est mon interprétation, mais qui se retrouvent, si tu veux, euh, réalisateurs, mais ne sachant plus vraiment comment monter un projet, parce qu'ils n'ont jamais vraiment appris à monter un projet, puisqu'ils étaient salariés, ils écrivaient un scénario, donc ils déposaient une commission qui était acceptée, et puis ils faisaient leur film. Voilà, donc tout d'un coup, on a des gens qui ne savent pas du tout comment, et qui mettent un certain temps à réagir, à rebondir, et à ceux qui arrivent à rebondir, comme Malzak Alouache, par exemple, vraiment, qui rebondit. Bon, aussi sans doute parce que c'est les années 90, des années compliquées pour beaucoup. Pour certains, il y en a qui partent, qui quittent l'Algérie parce qu'ils se sentent menacés par les islamistes. Enfin voilà, donc Malzak Alouache, lui, s'en va. Je ne sais pas si c'est parce qu'il était menacé, mais enfin, en tout cas, il arrive en France, et où là, tout d'un coup, il fait chouchou. Donc voilà, donc, lui, il a un parcours un peu assez particulier. Et puis après, avec les années 2000, la situation qui se calme en Algérie, là, il y a une nouvelle génération, où là, je pense que dont je fais partie, qui revient qui réessaye, alors, sur un mode de production totalement différent, parce que les fameux caïques n'existent plus. Il y a des producteurs, mais il y a une industrie du cinéma qui est un petit peu complètement éventée. C'est-à-dire qu'il y a très, très peu de salles, beaucoup plus. Les gens ont perdu l'habitude d'aller au cinéma, ça c'est important. Pour les années 90, pendant 10 ans, tout était fermé. Et c'est une habitude qu'on perd. C'est pour ça que finalement, le confinement ici, il y a un moment donné où il faut vraiment faire attention. On perd réellement l'habitude, à un moment donné, d'aller en salle. Les Algériens étaient. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, mon père, on allait tous les lundis soirs au cinéma. Voilà, et les salles étaient pleines, il y avait beaucoup de monde. Aujourd'hui, beaucoup moins, hein, concrètement. Et donc voilà, et donc là, nous, on a commencé. Alors, à partir de là, ce sont des films comme les miens, par exemple, et comme beaucoup d'autres, qui sont souvent coproduits, souvent par la France. Hein, et puis, comme il y a eu un coup d'arrêt comme ça, pendant un temps, tout s'est un peu arrêté. L'exercice des techniciens, par exemple, des techniciens qui savaient très bien faire le travail pendant peut-être 6, 7, 8 ans, ont arrêté de tourner. Donc, d'une certaine façon, ont un peu perdu. Donc, à ce moment-là, il a fallu tout remettre un peu sur les rails, quoi. Et, alors ça, moi, c'est une période à laquelle j'ai un peu assisté, puisque j'étais un peu, voilà, j'étais là-dedans. Il y avait quelque chose d'assez passionnant, parce qu'on relançait quelque chose, et là, tu te retrouvais avec des gens qui, quand ils faisaient du cinéma, que ce soit des techniciens, des acteurs, des actrices, n'étaient pas là par hasard. C'était pas une niche. C'était des gens qui vraiment en voulaient, donc ça, c'était... Et là, c'est un cinéma maintenant plus jeune, avec des gens qui, pour certains, ont fait des écoles, donc il y a quelque chose d'un peu plus technique. Et puis les sujets qui sont choisis sont beaucoup plus... alors, il y a beaucoup des années 90, ce qui est normal, parce que pour beaucoup d'entre eux, comme par exemple Karim Moussaoui ou Sophia Jama, qui sont des gens qui ont vécu à coup les années 90, donc ce terrorisme. Donc forcément, c'est une période dont on a besoin de parler, dont on a besoin de questionner, qu'on a besoin de raconter. Mais tout d'un coup, le cinéma est devenu, à ce moment-là en Algérie, quelque chose de vital. C'est-à-dire que les gens qui faisaient du cinéma, qui racontaient leurs histoires, personne ne faisait ça gratuitement, juste pour faire du cinéma. Enfin voilà, il y a quelque chose qui devient un cinéma qui devient, j'ai envie de dire, nécessaire, quoi. Hein, c'est ça qui est intéressant aussi avec voilà. Donc voilà, c'est un peu les périodes que moi j'analyserais comme sur
depuis, on va dire, le début de la cinématographie algérienne. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est finalement une cinématographie qui est encore aujourd'hui en train de s'écrire. Bon, comme toutes les cinématographies, tu me diras, mais c'est vrai que celle-ci, moi j'ai une sensation très forte quand je tourne, alors que ce soit mes films ou les films des autres, comme celui d'Amin, Sidi Boumedienne, c'est que quand on tourne en Algérie dans un film comme ça, tout est tellement, pas compliqué, mais tout est tellement... il y a une telle tension que tu as conscience que tu es en train d'écrire la filmographie d'un pays, enfin d'un endroit. Tu vois, voilà, tu participes à quelque chose qui est beaucoup plus grand que simplement faire un film qui veut sortir un moment sur les écrans. Et est-ce on va buzzer ou pas? Voilà, on n'est pas du tout là-dedans, on est plutôt dans... voilà, on est en train de faire quelque chose qui raconte une société, parce que le cinéma, c'est quand même aussi ça, c'est le miroir, qui raconte une société qui se raconte assez peu à l'image et qui est dans une grande demande de cette image-là, de l'image d'elle-même. Voilà. Mais qui en même temps, le public, qui en même temps, comme on lui a servi des films pendant un long moment où il n'y avait pas du tout d'exigences techniques, par exemple, de mise en scène, de scénario, voilà, parce que tout d'un coup, voilà, comme je te disais, les choses, à un moment donné, se sont arrêtées. Donc, quand tu fais repartir la machine, bah, tu fais repartir la machine avec une grande volonté, mais des fois, il y a un savoir-faire qui pêche un peu, d'où la nécessité d'organiser des ateliers, des formations. D'abord, on en avait parlé beaucoup avec Marie-France et Dominique, donc je ne suis pas complètement surpris, il y a beaucoup de films qu'on avait évoqués. Je trouve que cette sélection est plutôt intéressante dans la mesure où elle balaye, si tu veux, voilà, un peu les quatre époques qu'on vient de citer. Hein. Donc, bien évidemment, il n'y a pas tout le monde, parce que voilà, il y avait 12 places, et que de toute façon, on peut pas mettre tout le monde. Donc, il manque aussi quelques réalisateurs vraiment importants dans chaque époque, pour n'en citer que quelques-uns, puisqu'ils ne seront pas là. Par exemple, Mohamed Chouir, Bois-Marie, René Vautier aussi, d'une certaine façon, parce qu'il est vraiment considéré par le cinéma algérien comme un cinéaste algérien. Il a fait un cinéma tellement engagé à ce moment-là. Voilà. Ces trois-là, par exemple, aujourd'hui, bon, euh, mince, bon, il y a un nom qui m'échappe dans la période de 80-90, Hadjadj, Belkacem Hadjadj, par exemple, qui avait fait un film qui s'appelle La colline oubliée, qui est un réalisateur euh, qui travaille beaucoup sur l'identité kabyle, par exemple. Tu vois, donc ça aussi, c'est un réalisateur qui a vraiment fait des choses très intéressantes, qui n'est pas dans la liste, mais il y a un peu plus proche de nous, il y a des gens comme non, tous les noms m'échappent là. Aïe, Tariq Teghia. Pardon, voilà, Tariq Teghia, qui est un cinéaste, bon, on en entend. Moi, j'ai plus de nouvelles de lui depuis quelques années là, mais il avait fait deux films vraiment très marquants qui étaient Rome plutôt que vous, Roma Oulam Thomas. Rome plutôt que vous, il avait dû faire ça en 2005-2006, où là, on est vraiment sur un cinéma qui pourrait s'apparenter à Antonioni, hein, donc un cinéma voilà, extrêmement très contemplatif, avec des histoires qui se développent, où on reste vraiment sur deux, trois personnages, et où il y a une recherche aussi esthétique. C'est un vidéaste, il vient de la vidéo, donc il a toujours voulu tourner avec de la vidéo, tout en faisant du cinéma, donc ça donne des choses assez intéressantes. Donc voilà, lui par exemple, il manque un peu à l'appel. Voilà, mais il est évident que de toute façon, on ne pouvait pas mettre tout le monde. Mais je trouve qu'elle est plutôt intéressante parce qu'elle va, voilà, Chronique. Alors, Chronique, si tu veux, c'est le film, pas que algérien, mais d'abord, c'est un très beau film. Moi, je l'ai revu je l'ai vu quand j'étais gosse, je ne l'avais pas revu depuis, je l'ai revu il y a 4-5 ans, Forum des images. Et j'avais été vraiment soufflé par le souffle poétique qui se dégage de ce film, qui est vraiment très très fort, vraiment très fort. Euh,
alors après, bon, voilà, c'est aussi le film de la fierté, puisque pour les Algériens, mais pas que, puisque c'est une palme d'or, que on dit que c'est la seule palme d'or du monde arabe, si tant est que l'Algérie fasse partie du monde arabe. Bon, ça se débat, mais enfin, c'est pas l'endroit. Euh, mais donc voilà, donc effectivement, qui a propulsé, mais par exemple, le premier film aussi de, d'Akhdar Amina, qui était Le Vent des Aurès, qui est Caméra d'or. Donc bon, voilà, et aussi un film assez fantastique. Donc voilà, on part de ce film-là. Donc c'est les années 70, hein, donc c'est grosso modo, on dit qu'on part au moment de l'apogée du cinéma algérien d'après indépendance, parce que ça vient effectivement, le film de Lakhdar Amina vient est l'aboutissement d'un, si tu veux, le climax, on va dire, d'une série de films vraiment intéressants en Algérie à ce moment-là. Hein. C'est pour ça que je citais Mohamed Chouir, Hamd Rajdi, tous ces gens-là qui vraiment à ce moment-là font des films assez forts. Alors très marqués, très politiquement marqués. On est dans un milieu socialiste, hein, on est en Algérie socialiste, très fraîchement indépendante. Donc on est dans une revendication de l'identité très très forte, mais avec des films qui sont voilà. Donc ce film-là vient poser le climax. Donc on part de ce climax et on remonte, puisque le dernier film, on boucle la boucle avec Alouesh, puisque c'est le dernier film de Merzak Alouesh. C'est le seul réalisateur qui a 2 films dans cette sélection, qu'on peut comprendre aussi, parce que c'est sans doute le réalisateur le plus prolifique, hein, algérien. Il en est quasiment à, c'est le François Ozon algérien, si tu veux. Omar Getlato Rejla, en fait. Le titre original du film, après je vais te faire la traduction. Omar Getlato Rejla, alors Omar c'est le prénom, Omar, et Getlato Rejla, c'est la Rejla en Algérie, quand tu dis la Rejla, c'est le machisme. Quand tu dis Tarjel, putain, tu roules les mécaniques, tu fais ton homme, quoi. Tu vois, tu fais. Déjà que l'Algérie est un pays bien. Hein, mais alors, quand on te dit tu fais la Rejla, c'est vraiment. Tu montes la barre très haut, quand même. Et en fait, Getlato, c'est la tuer. Donc, grosso modo, le titre, c'est la, le machisme a tué en main. Tu vois. Voilà. Et alors, ça, c'est un film. Ouah, c'est un film. Moi, je ne sais pas si c'est pas l'un des films les plus importants de la cinématographie algérienne. Hein. Omar Getlato, c'est le premier film de Merzak Alouache, son tout premier film. Je ne sais pas exactement quel âge il a, mais je pense qu'il n'a pas 30 ans encore, hein, quand il fait ce film, qui est d'un ton, d'une liberté de ton folle. Il y a une voix off, c'est assez rare, une voix off, tout d'un coup, un mec qui parle à la caméra, qui s'adresse à la caméra, et qui raconte, si tu veux, les déboires d'un jeune mec de 25 ans à Alger, qui, bah, dans sa jeunesse, ses 25 ans, il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse, les filles. Et donc, qui raconte un petit peu ses déboires et ses conquêtes perdues ou ratées. Voilà. Et il y a un ton qui est absolument, comment dire, qui est, là pour le coup, qui est très algérien, quoi, qui est très algérois, si j'ai envie de dire. C'est vraiment le film d'une génération, en Marguerite Lato. C'est un film pareil, pétri d'impertinence, voilà. Et donc, voilà. Donc ce film vraiment, ça, voilà, moi, c'est un film préféré, quoi, vraiment. Mais si tu vois, Marguerite Lato, c'était un film qui passait tous les 2 ans à la télé, ou tous les ans à la télé, tu vois. C'est vraiment une des pépites du cinéma algérien, qui, par endroits, est quand même aussi un petit peu critique, mais très gentiment, hein, parce que bah, là, il avait Big Brother is watching you, grave, hein, mais il arrive quand même à faire passer des petites critiques sociales, politiques. Non, et puis ce que raconte le film, si tu veux, la façon dont. Et c'est intéressant de voir ça aussi parce que c'est les années 70, tout début des années 80, dans mon souvenir. Et ça raconte aussi, si tu veux, bah, le rapport qu'on entretient au désir, donc à l'amour physique, et donc comment on va aller doucement, doucement vers une société qui va faire un tabou de tout ça, se scléroser autour de cette question-là pour donner des gens assez finalement extrêmement une frustration sexuelle qui fait des ravages. Quoi. Voilà, donc ce film est un petit peu prévient un peu ça finalement.
avec humour, hein, c'est une comédie, hein, c'est complètement une comédie, hein, avec humour, mais ça prévient un peu ça. Nala, alors Nala, c'est le prénom donc, du personnage. Alors Nala, c'est intéressant qu'il soit aussi dans la sélection parce que d'abord, il est très rarement projeté dans les festivals, vraiment très rarement. Donc là, c'est pour l'occasion, pour les spectateurs, de voir ce film en grand écran, ce qui est génial. Nala, c'est le film maudit, l'enfant terrible du cinéma algérien. Son réalisateur qui est Farouk Belloufa, qui a, qui a un parcours assez terrible, assez triste. Donc, il fait ce film pareil, début des années 80. Ça se passe. C'est un journaliste qui va couvrir la guerre du Liban à Beyrouth et qui rencontre une chanteuse. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est un ton pareil, c'est très nouvelle vague. Alors là, pour le coup, Beloufa quand il fait ça dans les années 80, il a 23, 24 ans. Il est pétri par le cinéma, par le cinéma français, enfin la nouvelle vague, quoi, cette espèce de, ou le cinéma indépendant américain. Et donc Nahla, c'est une espèce de. Il a porté au paroxysme ça, mais tout en y mettant sa patte. Il a une patte très très forte. Hein, c'est un petit chef-d'œuvre, Nahla, vraiment, je pense, hein, dans ce que ça raconte, dans certains plans, dans la façon dont il raconte son film. C'est pas du tout. On te prend pas par la main. Hein, c'est pas un cinéma, c'est pas une écriture calibrée, formatée. C'est une écriture très très personnelle qui peut te perdre hein, aussi par instant. C'est un film extrêmement fort. Et puis pour l'histoire un petit peu c'est quelqu'un, Beloufa, quand il a fait ce film-là, bah justement, la censure tombe sur le film, est très, 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 très en colère. Et il y a un bras de fer qui se fait entre eux. Et Beloufa arrive, par chance, à se sauver avec, je crois, hein, là il faudra que je vérifie, mais je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'il arrive à se sauver avec une pellicule positive du film, parce que derrière, le caïque détruit le négatif. Ouais. Le film Nala, on le sait, son négatif a été détruit. Donc, pour ne pas, c'est par la censure, euh, il me semble. En tout cas, c'est ce que raconte la légende. Hein. Tu vois, c'est ce que raconte la légende. Moi, je l'ai rencontré, hein, Beloufa. Hein. J'ai tourné avec lui, ce qu'il a fait. Il y a un moment donné où, justement, notre génération, Katia Kameli ou même Hassan Farhani, des gens comme ça, ils ont décidé et puis aussi les gens du ministère, hein, qui étaient à l'époque la ministre et sa chef de cabinet, qui étaient des personnes quand même à ce moment-là encore éclairées, qui voulaient vraiment essayer de leur mettre sur pied, parce que en fait, tout ça pour dire que Farouk, il a fait toute sa vie en fait à Paris, où il a fini ouvreur dans une salle de cinéma. J'ai plus jamais refait de film à part le Sphinx, dans lequel je joue, qui est un court métrage qu'on a fait. Mais voilà, mais Nala, pour lui, a été un traumatisme, je pense, et puis ils l'ont vraiment cassé, quoi. Ils l'ont vraiment cassé. Et voilà, donc Nala est son seul film, finalement, ou peut-être qu'il en a fait un autre après, mais très vite, il est parti, puis il est venu s'installer en France, parce que le caïque, enfin, les autorités là-bas l'ont cassé. Et puis je te dis, ils ont détruit le film. Donc là, je sais qu'il y a une copie qui tourne. Moi, la première fois que je l'ai vu, Nala, c'était avec lui à Paris, dans une soirée que des amis avaient organisée chez eux pour montrer le film sur un grand écran avec un rétroprojecteur. Tu vois, on voyait le film comme ça. Il venait avec un petit DVD et on voyait. Moi, la première fois que j'ai vu Nala, c'est dans ces conditions-là. Donc, pas en clandestin, hein, mais voilà. Donc, ce serait intéressant, mais ça, faut poser la question plutôt à Marie-France et Dominique, voilà, quelle copie ils ont trouvé. Ce serait intéressant de savoir. Mais bon, voilà, visiblement, ils en ont une. Écoute, donc d'Hollywood à Tamaracet, c'est un film moi, que j'ai vu donc, quand j'étais vraiment enfant. Donc, je vais plutôt vous parler, donc il faut que je le revoie, en fait. Mais je vais plutôt vous parler du réalisateur, Mahmoud Zemouri, qui était un type un solitaire. Tu vois, je dirais que c'était vraiment une espèce d'ours solitaire du cinéma algérien, qui n'était jamais vraiment avec tous les autres,
que tu voyais toujours seul. Moi, je l'ai jamais vu dans par exemple, dans un festival. Ou bon, alors après, je l'ai pas beaucoup vu non plus, mais il y a un moment donné où on se voyait un petit peu. C'était un mec un peu, c'est ce que je te disais, c'était un mec un peu genre Michel Simon, hein, un mec un peu trapu comme ça, qui fumait club sur club quasiment, si mon souvenir est bon. Et voilà. Et lui, il a fait pas mal de comédies. Hein. Il a fait pas mal de comédies importantes. Et il a eu une assez belle, je disais, il a eu une assez belle reconnaissance puisque au moment de son film Munich, Spielberg qui s'était visiblement attaché à distribuer dans les rôles, parce qu'il y avait beaucoup de rôles de Libanais, enfin d'Arabes, on va dire. Il s'était attaché à pas simplement distribuer, prendre un mec, mais faire une espèce de s'adresser à tous ceux qui font du cinéma dans ces régions-là. Et donc, il avait proposé un petit rôle à Zmouri qui tourne, qui est dans Munich, qui est une toute petite chose. Hein. Il est sur un transpalette à un moment, toute petite chose. Et c'est vrai que Spielberg avait fait ça. Il avait fait un tour d'horizon d'ailleurs. Il avait fait un tour d'horizon. Moi, c'est comme ça que je m'étais retrouvé dessus aussi. Hein. On était plusieurs à se retrouver là, mais simplement parce qu'il avait vu nos films où on lui avait parlé, quoi, et donc il voulait que cette société un peu vivace du cinéma, ça dans son film. On faisait des toutes petites choses, hein, mais bon, ouais, bah oui, j'arrive. Et puis The Molly, pareil. Donc on avait passé une dizaine de jours sur l'île de Malte avec Mahmoud, qui voilà, donc c'était voilà, donc c'était bon, il est plus là maintenant. The Molly, il est parti il y a, je dirais, 4-5 ans à peu près. Mais voilà, de Hollywood à Taman Rasset. Bon, dans mon souvenir, c'est pas un renouvelé, mais j'aurais du mal à parler du film parce que je m'en souviens plus du tout. Mais je crois que c'est très bien qu'il soit là parce que c'est l'une des meilleures comédies c'est le premier film de Rachid, je crois. Écoute, Rachid, ce qui est intéressant avec la filmographie et le parcours de Rachid Bouchareb, c'est que, et c'est intéressant, parce qu'il fait le lien, lui aussi, pareil, il fait le lien entre ici et là-bas, quoi. Hein. Rachid, c'est quelqu'un qui fait du cinéma en France, qui a toujours fait du cinéma en France, mais qui a aussi toujours gardé son passeport, sa carte d'identité algérienne, de ce que je sais, et qui a toujours travaillé c'est marrant parce que il a aussi deux styles de filmographie, Rachid. Il a son sens de l'épique, hein, avec Indigène, Hors la loi, ces films-là, des films qu'il peut faire aux États-Unis. Et puis, à côté de ça, il a un cinéma plus intimiste, dont alors, je ne l'ai pas vu, mais je sais que Cheb en fait partie, où il y a Cheb, où il y a Little Sénégal, par exemple, qui fait à New York avec Satili Kouyaté, avec London River, un film qu'il fait pour la télé à un moment donné, mais qui est un bijou de deux femmes qui cherchent leurs enfants qui ont disparu dans les affres du terrorisme en Angleterre, à Londres. Vraiment un bijou, ce film, voilà. Donc, c'est un réalisateur vraiment assez libre, j'ai envie de dire, qui revient à ses premiers amours comme vers le cinéma algérien. Donc, alors, il est pas dans le cinéma algérien au même titre que les autres, parce que je crois pas bon, il est né là-bas, je crois, hein, mais je crois pas qu'il ait connu vraiment. Je sais pas ça, s'il a vraiment connu l'Algérie, s'il y a vécu, je veux dire, et puis s'il a essayé de faire des films là-bas. Ça, je ne sais pas, il faudra lui poser la question. Ce qui est sûr, c'est qu'il a son cinéma, il le fait ici, mais voilà, il fait un lien entre les deux bords de la Méditerranée à sa manière. Et puis, c'est quelqu'un de très ambitieux, puisqu'il a aussi toute une carrière aux États-Unis où tout d'un coup, il peut monter un film avec Forest Whitaker. Enfin, voilà, il a finalement une filmographie qui est très, très éclectique, quoi. On change de décennie, puis pareil, on arrive avec voilà, Nadir Moknesh, qui a, lui, pour le coup, ça, c'est sûr qu'il est né à Alger, puis qu'il y a grandi, qu'il est arrivé en France par la suite. Le harem de Madame Haussmann, écoute, c'est son premier film. Moi, je trouve que c'est un film extrêmement touchant dans ce que ça raconte. Il a déjà, si tu veux, on voit déjà Nadir, il a toujours filmé des femmes, beaucoup, hein, dans ses films. Alors après, bien sûr, il a beaucoup filmé Biouna ou Nadia Krassi.
toujours des femmes ont toujours de très beaux rôles dans ses films. Et on sent qu'il est il aime les filmer. Et donc, bah là, son premier film, il commence. C'est déjà, il annonce ça, hein, il annonce tous les films qui viennent derrière. Euh, Carmen Maura, qui est assez étonnante à cet endroit-là. Tu vois, et alors, on ne se pose pas une seule seconde la question, ça fonctionne. C'est super. Biouna, je crois qu'elle est dans le film. Et puis, ça fera un bel hommage à l'ami Jamel Barek, qui nous a quittés en juillet dernier et qui, dans ce film, fait l'un des premiers films où il a un rôle conséquent. Donc voilà, ce film. Ça, c'est un film, c'est début des années 2000, non? Oui, c'est ça, début des années 2000. Oui, ben voilà, Nadir, finalement, Nadir, c'est un peu moi, j'aurais envie de dire que c'est un peu, je le considère un peu comme le grand frère de toute de la nouvelle génération qui est arrivée dans les années 2000. C'est le grand frère de tout ça parce que c'est le premier. Alors, c'est pas le premier, parce que par exemple, à ce moment-là, c'était compliqué. Donc, par exemple, la reine de Madame Haussmann, il le tourne pas en Algérie, hein, il le tourne au Maroc. Et je crois qu'il va commencer à tourner en Algérie un peu plus tard. Euh, mais c'est lui qui, à ce moment-là, voilà, remet en scène cette ambiance, cette atmosphère, cette culture à sa façon. Hein, voilà, tout est toujours en français, par exemple. Pendant un certain temps, il a du mal à venir sur la langue algérienne, alors qu'il la maîtrise parfaitement. Mais bon, voilà. Je me souviens, je dis ça, mais très, très, très librement, puisqu'on j'avais tourné avec lui dans Délice Paloma, et où moi, j'étais beaucoup plus militant pour parler la langue et tout ça. Lui disait non, je ne veux pas qu'on parle la langue parce que ce soit international. Enfin bon, voilà. Donc c'est quelque chose qu'il assumait pleinement. Et donc voilà, donc c'est bien qu'il soit là, Nadir, à cette place-là, parce que voilà, finalement, derrière, il ouvre la route à tous ceux qui arrivent un peu derrière. Bon, tout le monde ne fait pas comme lui, c'est pas la question, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un grand frère. Moi, je pense que pour moi, c'est un grand frère. Voilà. Alors, Le Soleil assassiné, ça, c'est un film que j'aime beaucoup, qui est un film sur un poète qui s'appelle Jean Sénac, qui vivait en Algérie, qui avait fait et cause pour la cause algérienne, donc qui, quant à l'indépendance, a décidé de rester et de devenir algérien. Ou voulait devenir algérien, mais on ne lui a pas donné on lui donne pas sa nationalité. Enfin, je ne sais plus très bien, mais voilà. Et donc, le film raconte une partie de la vie de Jean Sénac. C'est joué par Charles Berling, qui est vraiment super. Dans le film, on y croit complètement. Et puis, c'est aussi tout son rapport, tout son rapport à l'Algérie, le sexe. Jean Sénac était homosexuel, notoire, il ne s'en cachait absolument pas. Et il a été, on suppose, qu'il a été tué par qui, on ne sait pas trop. Est-ce que ce sont les services secrets ou est-ce que c'est une mort un peu à la Pasolini, si tu veux, tomber sur des mecs qui l'ont charclé parce qu'il était homosexuel. Voilà, mais il a laissé derrière lui d'abord un grand amour pour ce pays qui se sent et qu'on ressent bien dans le film. Ouais, un grand amour pour ce pays qu'on ressent bien dans le film et des poèmes. Et puis vraiment une dizaine de recueils de très beaux poèmes. Dans mon souvenir, dans ce film, il y a Clotilde de Bézère aussi qui est à la Comédie Française aujourd'hui. Il y a, je crois que c'est Wassini Ambarek qui est dans ce film-là, qui est très jeune. Il y a des moments très beaux dans ce film. Parce que finalement, ça raconte aussi, si tu veux, à travers Jean Sénac et la façon dont les autorités, parce que les autorités lui posaient beaucoup de problèmes à Jean Sénac, alors que c'est quelqu'un qui s'était battu. Est-ce que c'était uniquement parce qu'il était homosexuel? Je pense pas. Je pense aussi parce qu'il était politiquement très engagé. Je crois qu'il était communiste, très engagé politiquement. Et donc, finalement, il faisait le troublion de l'opposition, quoi. Donc, dans un pays avec un parti unique, ça passait assez mal. Et donc, à travers son parcours à lui, raconte un petit peu le rêve désenchanté, finalement, le rêve déçu d'une indépendance qui ne tient pas ses promesses,
qui se révèle finalement tout aussi totalitaire et autoritaire que pouvait l'être l'autorité coloniale précédente. Voilà. C'est ça que raconte le film. Et ça, bon, vous verrez à la fin, mais voilà, et comment finalement des gens ont décidé de partir, quoi. Des gens de valeur, des gens qui s'étaient éduqués, des gens qui s'étaient instruits, des gens qui étaient capables de prendre des fonctions importantes pour construire un pays, bah, sont partis parce que tout d'un coup, il y avait une brutalité en face où il fallait rentrer dans un ordre et que tous ces gens-là s'étaient finalement battus justement pour ne pas rentrer dans un ordre. C'est un peu, voilà, c'est différemment, mais c'est un peu ce que raconte aussi, voilà, le lien avec l'Oranais. Je pense qu'il y a dans la thématique, le Soleil assassiné et l'Oranais sont pas très éloignés dans leur thématique. Ça a son importance. Ça a son importance. Effectivement, il y aurait pu y en avoir d'autres, hein, parce qu'il y en a d'autres. C'est vrai qu'elles sont quand même assez minoritaires, hein, finalement. Mais ne serait-ce que pour les citer, on aurait pu mettre Yamina Chouir, voilà, on aurait pu en mettre, d'autres. Hein. Sophia Djamra, par exemple, aussi plus aujourd'hui. Alors, écoute, Rayana, pardon, moi je la connais pas. Je sais que c'est un film qui est tiré d'une pièce qu'elle a écrite et qu'elle a joué longtemps au théâtre, qui a été un beau succès au théâtre. Bah, je pense que c'est une pièce et un film important dans la mesure où ça vient, ça vient raconter la difficulté d'être femme dans cet environnement-là. Je peux pas en dire beaucoup non plus parce que je l'ai pas vu, hein, celui-là, mais je sais que c'est voilà, c'est si on s'attache au titre. Voilà, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que là aussi, c'est parce que Rihanna, je ne connais pas d'autres films que celui-ci. Donc, c'est aussi une manière de dire que dans le cinéma algérien, on peut faire un film, quoi, un seul. Bon, bah voilà, vous aurez compris que là, je suis totalement démasqué. Non, écoute, en toute objectivité, moi, je trouve qu'Amin est un réalisateur avec un talent de mise en scène et d'écriture qui est assez phénoménal. Voilà, je suis complètement comblé par l'artistique de ce type. Alors, le film, en 2 mots, Gouleïla, on revient dans les années 90, et c'est le voyage de 2 types qu'on comprend être 2 flics, mais au début, on ne sait pas trop, mais voilà, on comprend que c'est 2 flics, et qui poursuivent ou qui fuient. Le film, voilà, au fur et à mesure, répond, mais tranquillement, en prenant son temps, l'hypothétique figure de la violence. Alors là, pour le coup, terroriste, mais je crois que vraiment, ce que raconte le film, c'est qu'ils fuient ou ils poursuivent le symbole de la violence et la façon dont la violence, la brutalité humaine peut traverser les corps et ce qu'elle laisse, la façon dont elle va laminer les uns ou les autres en fonction de ce qu'ils sont, de leur fragilité ou de leur voilà. C'est un film, si pour donner une famille de cinéma, oui, entre Lynch et c'est très lynchien, c'est très lynchien dans sa façon de des choses des fois où c'est plus très bien où on en est entre le rêve, la réalité, c'est plus très bien. Je me souviens très bien, moi, Amine, une des premières fois qu'on a fait une lecture du film, il m'avait dit parce que j'avais dit des choses en lisant le scénario, j'avais trouvé qu'il y avait 2-3 choses qui étaient un peu, enfin pas confuses, mais un peu abstraites. Et je lui avais dit, et là il m'avait dit, mais moi, ce film-là, je ne prendrai pas le spectateur par la main. Et il fera comme il veut. Voilà. Donc il y a une espèce de radicalité dans ses choix. Je pense que ses producteurs pourraient en parler aussi. Il ne se laisse pas du tout. Il a vraiment son idée. Le tournage a été bon, c'était 2 mois dans le Sahara. Tu vois, on a fait très exactement 2753 km dans le Sahara. Donc c'était cosmique. C'était avec une équipe
une très bonne équipe. Voilà, pareil, là, quand tu vois sur ce film-là, tu te dis, bon, tu fais pas juste un film, en fait. Tu es en train de sauver tout un pays, en fait, là. Tu es en train de faire quelque chose qui va au-delà de juste faire un film. Après, moi, je trouve que le film est extrêmement bien réussi. Voilà, c'est un film, pareil, à un rythme très lent, voilà, qui est très fort. Ouais, c'est un film que j'aime beaucoup. Voilà. En tout cas, moi, ça fait partie des films de mon histoire à moi, qui font partie que je compte sur les doigts du pouce, comme dirait Alain Bouteille. Pas Alain, mais Bouteille, Romain Bouteille. C'est un film sur l'émancipation d'une jeune femme, son émancipation voilà, le moment où elle devient femme, avec tout ce que voilà, elle découvre sa vie sexuelle, elle commence plutôt sa vie sexuelle dans une famille. Alors, ce qui est intéressant dans ce film, je trouve, c'est que on aborde là une représentation de l'Algérie qu'on n'a pas l'habitude de voir, puisque c'est une société extrêmement bourgeoise, haute bourgeoisie algérienne, avec homme d'affaires, professeur de médecine. Enfin voilà, le couple sont des gens extrêmement instruits, qui ont beaucoup d'argent, qui ont quitté l'Algérie partir les années 90, qui se sont installés à Neuilly, voilà, et qui se font croire même qu'ils sont comment dire, un couple voilà, très moderne, progressiste, et le raz-de-marée, le tsunami que va provoquer l'explosion érotique de leur fille, va d'abord voilà, donc on est vraiment sur l'émancipation de cette jeune fille qui doit se trouver sa place entre une mère qui est progressiste mais qui en même temps est complètement tenue par le patriarcat, et un père qui est le garant de ce patriarcat, mais qui voit bien que c'est en train de craquer de tous les côtés. Voilà, et c'est comment cette jeune fille va faire sa place au milieu de tout ça. Et face aussi, si tu veux, à la junte masculine qui, à cet âge-là, 18, 19, 20 ans, peut se montrer des fois assez consommatrice uniquement, et pas du tout. Voilà. Enfin voilà, donc c'est comment elle va devenir. Voilà. Moi, je trouve le film assez réussi. Je trouve que Zoé Adjani porte le film magnifiquement bien. Voilà, Camire, c'est son premier film. C'est quelqu'un qui a fait qui a travaillé le scénario, qui est scénariste en fait à la base, qui a travaillé beaucoup avec Alain Chabat par exemple, des gens comme ça, et puis voilà, qui porte ce film depuis un peu plus de 10 ans maintenant, sans que ce soit autobiographique. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont voilà, qui a été assez fictionné, bien évidemment, mais elle s'inspire quand même beaucoup de son propre vécu, donc quelque chose de très personnel dans le film, je trouve. Et puis voilà, et puis pour l'anecdote, c'est la sœur de Karim Aynouz, qui est un cinéaste franco-brésilien, qu'on voit souvent, d'ailleurs qu'on va revoir cette année avec un documentaire à Cannes. On voit souvent à Cannes. Voilà, et donc sa petite sœur accède enfin au statut de réalisatrice elle aussi. C'est vrai que Cigare Miel raconte a effectivement aussi cette dimension-là. Moi, je trouve ça je trouve ça très important de pouvoir faire ça justement parce que, voilà, qu'il y ait des films comme ça qui regardent l'Algérie depuis ici. Ne serait-ce que parce que aussi ça raconte à ce moment-là, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, on est vraiment dans le dénominateur commun, c'est-à-dire qu'on raconte finalement les deux endroits. Il y a une activité qui est colossale, si tu veux, entre l'Algérie, culturellement, entre l'Algérie et la France. Il y a une histoire, bien évidemment, qu'on connaît tous, ou qu'on connaît peu, ça dépend, mais on sait qu'elle est là, on sait voilà, c'est présent, on le sait, elle pose des problèmes, elle crispe les passions souvent, et plus, si tu veux, on va multiplier les points de vue et raconter les histoires ordinaires, finalement, des uns et des autres, plus on participera, parce que ce ne sera pas la seule, mais on participera
à apaiser ce rapport-là, non seulement à l'apaiser, mais peut-être justement à le transcender vers quelque chose de plus constructif, de plus harmonieux, de plus voilà. Donc effectivement, je crois que c'est plutôt bien. Oui, super, vraiment très bien. Là, je vais juste vous raconter une anecdote, un peu comme un teaser. C'était il y a 3 ans à peu près. Il y a 3 ans, je partais en Bourgogne et j'étais à la gare et je croise Zindine, qui est à la gare aussi, et qui me dit ouais, non, mais j'attends ma fille. Moi, des filles de Zindine et d'Iam, je les connaissais petites, parce que je les ai vues. Et elle me dit ah, j'attends ma fille là, je filme mes parents, je sais pas ce qu'elle fait, je comprends pas, elle filme mes parents. Et je vois arriver Lina, encore une fois, que j'avais peut-être vu, la dernière fois que j'avais vu, elle devait avoir 4-5 ans, quoi. Avec son pied, son micro, son machin, complètement surexcité, où elle essaie d'expliquer non, mais je vais les filmer. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un film absolument somptueux, où là, voilà, ça aussi, c'est extrêmement important que tout d'un coup, une artiste comme Lina, enfin, une personne comme Lina, le titre est très beau, L'heure Algérie. Il dit beaucoup de choses, ce titre. C'est-à-dire qu'il y a un amour absolu pour ses grands-parents et pour l'histoire que ses grands-parents lui transmettent, mais tout en ayant la conscience qu'on la transmet, que ça n'est pas la mienne elle va se construire ici. Et puis voilà, cette espèce d'équilibre qu'a Lina et qu'ont beaucoup de gens. Voilà. Ça, c'est vraiment l'équilibre comment dire, grosso modo, c'est le maître étalon d'équilibre à obtenir pour finalement toute cette société française qui a du mal à se faire sa place, parce que pendant des années, on ne l'a pas laissé faire sa place. Enfin, voilà, hein, il y a toutes les raisons. Mais voilà, tout d'un coup, Lina, et un film comme celui de Lina, c'est porteur d'abord, artistiquement, c'est très fort, c'est très beau. Hein, c'est un film qui a énormément de qualité documentaire, à commencer par ces deux personnages, par ces deux personnages principaux. Non, parce que c'est ça un documentaire, c'est savoir qui tu vas filmer et que ces gens-là aient envie de se faire filmer. Enfin bon, voilà. Donc ça, elle arrive à avoir ça. Et aussi parce que ça raconte, moi je trouve, parce que raconte Lina de son histoire à elle. Parce que finalement, quand elle parle leur Algérie, elle raconte aussi son histoire à elle et ce qu'elle est. Donc à savoir, cette Française qui est tout à fait consciente de ses origines, mais qui ne se leurre pas sur son identité. Voilà. Et je trouve que ça, c'est très fort dans le film. Et moi, ça, c'est en plus un discours que j'ai envie de porter, quoi. Ça. Donc, j'ai pas vu, c'est une comédie. Voilà, je vous ai un peu parlé de Balzac tout à l'heure. C'est bien qu'il y ait 2 films de Balzac dans cette sélection, parce que c'est aussi, voilà, comme je te disais tout à l'heure, lui rendre hommage, il est celui qui en fait le plus. Hein, je veux dire, non, mais il est assez étonnant, mais vraiment, il est étonnant. Je veux dire, hein, Balzac, c'est un mètre 65, 70, allez, qui est une espèce de mec un peu ours comme ça, qui parle pas forcément à tout le monde pareil, et qui, tu sais pas comment il fait, il arrive à enquiller film sur film sur film sur film. Donc là, c'est bien, il vient avec une comédie. Je peux pas t'en dire plus parce que je l'ai absolument pas vu. Je sais que un camarade aussi algérien du festival qui n'est autre que Khaled Benaïssa, qui je crois sera là aussi pendant cette période. Donc je pense qu'il y a des films qu'on présentera ensemble. J'embarquerai pour présenter certains films avec moi, enfin, ceux qui veulent. Et qui est dans ce film, qui fait, je crois, qui a une apparition dans le film de Balzac, puisqu'ils avaient fait ensemble Le Repenti, il y a quelques années, qui était d'ailleurs, je crois, passé à Angoulême.